Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, le nord de Londres is red. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Coup de canon, votre podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. C'était un soir de derby, du derby du nord de Londres, et quelque chose nous faisait dire que ça allait être une grande soirée. Et puis, on a eu raison de le penser, puisque d'un point de vue ambiance, atmosphère, scénario, et puis belle histoire, euh, tout est au vert, à part peut-être, voilà, ce petit accident de parcours, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Vous l'aurez donc compris, Arsenal recevait Tottenham ce soir pour le compte d'une énième journée de Première Ligue, avec l'intention de d'asseoir sa supériorité dans le nord de Londres, mais surtout d'asseoir sa supériorité en Première Ligue, puisque l'ensemble des résultats nous étaient quand même assez favorables, excepté la victoire de Chelsea, je crois. Pour m'accompagner aujourd'hui, Louis Tartex et Julien Sola. Messieurs, bonjour, bonsoir. Je vous demande pas comment ça va. Forcément, ça ne peut aller que bien. Mais comment allez-vous quand même? Salut à tous, et ça va très bien, oui. Bah ouais, pareil, hein, ça va super bien. Allez, messieurs, on va débriefer de ce derby du nord de Londres qui vient à peine de se terminer. On a encore plein d'émotions. Et puis, voilà, on va essayer de retranscrire ces émotions, mais aussi d'analyser un petit peu, comme on le fait à chaque débrief de match, la rencontre du jour. Au niveau compo, messieurs, il fallait être présent dans notre space spécial nord de Londres, puisque nous avions fait sur X un live space avec notamment Corentin et Louis, on s'était posé la question de quel pourrait être le 11 de départ. Alors, il n'y avait pas non plus 1000 solutions, mais faut-il reconnaître que l'on a fait un 100%. Voilà, donc la compo, on vous la redonne. David Raya dans les buts, Timber à droite avec Saliba Nkapie dans l'axe, Calafiori à gauche, milieu de terrain avec Zubimendi et Rice, avec Eze en meneur de jeu, 9,5, buteur providentiel, on ne sait pas, on verra comment on l'appelle. Et puis Saka à droite et capitaine, Trossard à gauche et Merino en pointe. Si nous avions deviné avec Corentin et Louis la compo, messieurs, je vous pose quand même la question, est-ce qu'elle vous semblait, je vais pas dire cohérente, est-ce qu'elle vous a surprise, est-ce qu'elle vous a surpris, pardon, ou pas du tout? Bah, moi, la titularisation d'Hincapié m'a surprise. Comme je l'ai écrit dans l'avant-match, je m'attendais à ce que Mosquera, qu'on a plus vu depuis le début de saison, démarre. Mais sinon, pour le reste, pas de surprise. Il fallait nous écouter, Julien, avant de faire ton avant-match. J'aurais pu modifier les choses. Je me suis basé sur les stats et sur les choix d'Arteta avant ce match et les seulement 28 minutes de jeu Oui, mais n'oublie pas que d'Hincapié Michael en première Arteta ligue. nous appelle maintenant, Julien. C'est ça C'est le vrai, truc, tu vois. Donc, c'est vrai. il nous demande notre avis. Louis, pour toi, surprise ou pas? Bah, s'il demandait votre avis, j'aurais pas mis Merino en neuf, mais bon, après. T'aurais mis qui? Mais fallait. Compliqué, compliqué. Non, Euh, non, pour répondre. Après, on avait des attentes dans le sens où on a eu quand même beaucoup de retours de blessures normalement qui devaient arriver. Et il n'y a pas eu beaucoup de communication cette semaine, donc hmm, le doute planait quand même sur Gyökeres, Martinelli ou Madueke. Et au final, Gyökeres n'étant pas là, forcément. Vous avez vu juste et la logique a été établie ce soir. Concernant le Hincapié ou Mosquera, je m'attendais aussi à Mosquera, euh, mais, mais Hincapié, ça me va très bien c'est aussi. très Et je bien pense aussi, oui, oui. Et puis, un auteur gaucher à d'un très gauche, grand match. ça, voilà. Après, pour le reste, pas rien à redire. Bon, messieurs, avant de rentrer dans le détail des, des highlights de cette rencontre, on va peut-être parler un petit peu de l'atmosphère autour et dans l'Emirates avec la fameuse marche des supporters dont on vous parle assez souvent, qui part, pardon, d'un bar prénommé de Eglet et qui passe devant le Tollington, qui passe sous ce fameux tunnel ou pont pour arriver au stade, plein d'ambiance. On a pu voir plein de vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir.
je m'adresse bien évidemment pardon, à nos auditeurs sur nos réseaux sociaux. On a partagé plein d'informations. Et puis ce tifo Qui qui ressemble à un annonçait tifo quelque déjà. chose de grand. Pardon, Julien? Qui ressemble à un tifo déjà, parce qu'on Alors, n'a pas déjà, trop ouais, alors en l'habitude. fait, c'est ce que je disais à mon pote Pierrick, je dis purée. Quand tu vois la photo du tifo, et nous, on a eu un vieux drap quand on allait voir Arsenal Paris, ça foutait un peu les boules. Mais non, mais ouais, mais quel tifo déjà? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas habituel en Angleterre, il faut quand même le rappeler. Et puis, ce pied de nez à Tottenham avec quand même de grands noms, en tout cas de grands joueurs d'Arsenal qui ont marqué les derbies du nord de Londres par leur empreinte, avec presque tout en haut du visuel Thierry Henry. Mais s'il fallait choisir un joueur pour ce tifo, évidemment, c'était Sol Campbell qui régnait sur l'ensemble des légendes d'Arsenal. Et tu te dis, voilà, on sait qu'il va y avoir quelque chose de grand. L'ambiance, elle était juste hallucinante. En tout cas, l'avant-match, le North London Forever, The Angels de Louis Dunford qui a résonné comme un seul homme à l'Emirates. Et puis, on a trouvé un Emirates. Alors, bien évidemment que le scénario a aidé, mais on a retrouvé un Emirates qui avait envie de Brillant. chanter avec plein de belles ambiances. Pour la rencontre, messieurs, je vais vous laisser la parole tout de suite. Parlez-moi un petit peu de votre ressenti sur, d'une part, l'entame de match, et je vous propose de vous arrêter, si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, à peu près à la demi-heure du jeu, c'est-à-dire quelques minutes avant l'ouverture du score. Mais qu'avez-vous pensé de l'entame de match de nos Gunners et des intentions peut-être aussi de Tottenham, des Spurs, Les messieurs? joueurs en blanc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je vous écoute. Vas-y. Du coup, pour moi, c'est une belle entame. Enfin, j'ai noté sur les 10 premières minutes, on leur met le feu d'entrée avec beaucoup d'agressivité. Ils voient pas le jour. Et on se crée une super occasion avec Rice sur une petite louche de Eze qui régale d'entrée et qui peut débloquer la situation au bout de 2 minutes. Après ces 10 minutes où on va dire que Tottenham n'existe pas, on baisse un peu le rythme jusqu'à la demi, enfin jusqu'au but, où on est plus en gestion, on essaye de trouver l'espace parce que Tottenham a décidé pour cette première mi-temps de ne pas jouer, pas dépasser la ligne médiane. Donc voilà, l'objectif pour nous c'était surtout de les percer. Et après, il n'y a pas eu non plus énormément d'occasions à part celle de Rice. J'ai noté juste les coups francs de Saka qui sont un peu dangereux, mais à part ça, pas grand-chose. Mais je suis content quand même qu'on ait pris ce match au sérieux d'entrée et qu'on ait mis l'impact qu'il faut, quoi. Julien? Ouais, plutôt d'accord avec Louis. Il y a eu deux temps dans cette première demi-heure de jeu, hein. 10-15 premières minutes avec beaucoup d'envie. On a eu pas mal de joueurs aussi qui demandaient à la foule de crier. Ça a mis une grosse pression d'entrée et puis un quart d'heure un peu de gestion entre la 15e et la 30e où il y avait un bloc bas côté Tottenham et oui, quelques difficultés pour Arsenal à se trouver des bonnes situations pour marquer. Et c'est vrai que, à part les coups francs de Saka, dans cette période-là, on n'a pas vu grand-chose en termes d'occasion. Et deux moments différents dans cette première demi-heure. Et puis, je vous parlais des intentions affichées des Spurs. J'ai envie d'utiliser une expression de jeune, mais je ne sais pas la faire, donc une interjection, je vais pas la faire, mais bien fait pour vous, quoi, les Spurs. Parce que, alors, ça, Che je vais pas dire ça m'emmerde pour leur coach, parce que c'est quelqu'un qui m'a rien fait, et voilà, mais quand tu viens en évoluant dans un 5-4-1 avec aucune intention de finalement de jouer. Le plan de jeu était quand même, je pense, assez clair. C'était pas prendre de but, mettre le bus et espérer sur un compte ou quelque chose. Mais vraiment, en fait, on allait chercher cette victoire-là parce qu'on aurait pu.
on aurait pu, c'est vrai, proposer une prestation beaucoup plus médiocre et sans folie, sans jeu ou quoi que ce soit. Et le but qui va arriver à la 36e minute de jeu, cette ouverture du score, c'est toujours pareil. Quand tu joues contre un bloc bas, ben, plus tôt tu marques dans le match et plus tu les obliges aussi à se découvrir. Mais très déçu, vraiment. Alors on dit souvent, quand tu n'attends rien de quelqu'un, tu ne peux pas être déçu. J'attendais pas forcément quelque chose des Spurs, mais faut-il quand même avouer que depuis le début de la saison, s'ils en sont là où ils en sont actuellement au classement, ils ont quand même battu Manchester City avant la trêve, si je me... Au tout non, début de saison, en tout début de saison, pardon, oui, deuxième excuse-moi. match. Voilà. Je mélange un petit peu, que les auditeurs ne m'en tiennent pas rigueur. Il y a encore toutes les émotions qui se mélangent dans ma tête. Mais voilà, on attendait peut-être mieux. Mais après, encore une fois, on prend. Donc, vous avez décrit cette entame de match, cette première demi-heure. Et puis, on arrive tout doucement donc, vers la 36e minute de jeu avec cette ouverture du score de Leandro Trossard, messieurs. J'aimerais que vous maîtrisiez cette appellation, Trossard. Euh, Ton la, la, chouchou. non, non, mais toujours pas. Mais faut-il remarquer et souligner que la trêve internationale n'aura pas eu raison de sa bonne dynamique, contrairement, excusez-moi la parenthèse, messieurs au FCMS qui a été défait en déplacement à Brest. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais voilà, il est nouveau au clutch et on peut parler un petit peu de cette ouverture du score puisque la balle revient dans les pieds de Merino au cœur de la défense, aux alentours des 20, 25 mètres à peu près du gardien de Tottenham, et qui va. C'est même pas une louche, c'est vraiment une passe. L'appel est beau, le contrôle n'est pas forcément ouf. Alors après, on peut se le dire, on s'en fout. Un but, c'est un but. Mais la chatte de Leandro, quoi. Parce que lui, il vise à gauche du gardien, la balle est contrée et elle va se loger à droite, mais complètement à l'opposé, quoi. Je sais même pas si, je pense que le but, je sais même pas s'il lui est donné le but, très honnêtement. Je pense que Bah si oui. parce que si parce qu'en plus c'est quand tu cadres ton tir qui a Ouais, il est fini au cadré. fond, Ouais. ça fait but. Mais au-delà de la réussite sur la fin de l'action, l'action elle est sympa. Elle commence de la droite avec un bon travail de Timber qui donne à Merino. Merino qui dans cette position de faux neuf devient un peu meneur de jeu et le bon appel de Trossard derrière. Le contrôle, on se dit que il s'est pas mis dans le bon sens et que ça peut être compliqué. Finalement, il arrive à finir l'action et franchement, c'est mérité parce que on l'a dit juste avant. Tottenham, ça faisait 35 minutes qu'ils étaient sur leur surface. Arsenal tentait, n'y arrivait pas, mais on sentait qu'ils étaient vraiment au-dessus et que ça allait finir par craquer et ça a craqué assez tôt. Je suis d'accord avec toi, ce qui a permis après le déroulé qu'on a vu. Et petite parenthèse, Louis, tu m'excuseras. Je ne sais même pas si on a parlé de la première occasion de Declan Rice en tout début de rencontre. Si Louis en a parlé, ouais. Ok, parce Ouais, ouais, j'en ai que, parlé. parce que voilà, ouais, si celle-là elle est déjà dedans, je crois que j'explose mon appartement, quoi. Euh, Louis, tu n'es pas intervenu encore sur l'ouverture du score, je crois pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc c'est un peu marrant au final que les deux protagonistes de ce but, Merino et Trossard, soient décisifs, puisque je crois quelques minutes avant, je trouvais que Trossard était très brouillon et pas forcément en lumière, et Merino, je trouvais qu'il décrochait trop et qu'on du coup on avait personne devant pour C'est lui vrai qu'il mettre faut, il pour faut lui que les mettre en auditeurs danger. sachent que Louis nous a dit vraiment 2 minutes avant le but que Merino n'était pas bien placé et qu'il décrochait trop. Et que Trossard était le point faible d'Arsenal. Le maillon faible, Louis Tartex, exactement. un visionnaire. Dans le football, c'est un visionnaire. Mais ça va très bien dans ce sens-là, hein. Franchement, on s'en fout Ah, moi je prends, hein. et on prend, bah, très, très clairement. Mais voilà. Donc, l'ouverture du score, et puis très rapidement, donc à la 41e, 5 minutes après, sur un. J'aimerais quand même qu'on s'attarde très rapidement sur ce qui se passe avant le but. Parce que sur la phase de construction, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a quand même à droite et Trossard et Saka. Et il Oui, y a une sorte de jeu en triangle, Trossard, avec Timber, Saka, ouais. Timber. Timber déborde, centre. Le centre est repoussé par un défenseur de Tottenham.
arrive dans les pieds de Rice qui, encore une fois, le match qu'il fait, enfin bref, de façon très intelligente, remet en une touche à Eze. Et puis après, ben, il fait le reste, quoi. Eze, il fait le reste. Et puis, du coup, il répond à la question de Thomas Frank, qui avait dit Who is Eze? Ben, Eze, c'est le mec qui t'a mis le 2-0, qui va te mettre le 3-0 et qui va te mettre le 4-1. On en reparlera un peu plus tard. Messieurs, ouais, donc du coup, je disais, au niveau de la construction, très intéressant de voir nos deux ailiers, entre guillemets, se retrouver du même côté et de créer le surnombre, chose que l'on ne voit jamais à l'inverse avec Saka qui va aller apporter le surnombre à gauche. Votre avis sur ce break fait par les Gunners? Bah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est c'est un des rares matchs où on a vu vraiment de la fluidité devant et alors qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup d'espace, mais des bonnes connexions entre les joueurs et des déplacements intelligents et intéressants. T'as relevé Trossard et Saka, notamment Trossard qui permute. Moi, c'est le positionnement de Timber qui m'a choqué, enfin choqué, vraiment que j'ai apprécié aujourd'hui qui s'est toujours mis dans les bons espaces et dans les bonnes zones, euh, presque en neuf, quoi, enfin, on va dire pas très loin à chaque fois d'être en position de frappe, pour faire jouer autour de lui. Et il est partout sur tous les buts, Timber, et sur celui-là notamment. Et voilà, quand tu mets de la vitesse, tu joues sur une touche de balle et forcément, tu as un peu de réussite aussi quand même. Je pense qu'Eze, c'est pas évident, il est entre quatre joueurs et il arrive à la mettre au fond, donc non, tout est parfait. Et quand tu mets les ingrédients, bah, tu peux, tu vas au bout et ça, c'est appréciable. Et quelque Il chose faut Vas-y. parler de l'intelligence aussi de Rice Oui. sur ce ballon qui revient, qui est vraiment pas évident à contrôler, qui en une touche, il va trouver Eze bon, à l'entrée de surface, qui a plus qu'à se retourner pour tirer. Alors, et en plus, il s'en mêle un peu les pinceaux, Eze, Mhm. sur son contrôle. On a l'impression qu'il va pas réussir à pouvoir armer et finalement il fait au fond. Mais la prise de décision de Rice sur ce ballon mal dégagé de la part de Tottenham, elle est vraiment fantastique. Bah, de façon générale, dans le football, Julien et Louis, et puis nos auditeurs nous contrediront peut-être par commentaire, mais lorsque tu joues en première intention, il n'y a pas photo, quoi. C'est là où tu prends de vitesse tes adversaires. Quand tu multiplies les touches, etc., il y a un moment donné où ça, ça ralentit le jeu, où ça devient un peu plus identifiable et plus lisible comme terme de jeu. Et franchement, comment dirais-je, sur le renvoi du centre de Timber par le défenseur d'Arsenal, je pense que honnêtement, 80% des gens s'attendent à ce que Rice fasse un contrôle, qu'il aille refaire un circuit préférentiel de jeu de passe, etc. Et au contraire, cette remise en une touche, elle est juste exceptionnelle parce que déjà, elle est précise et qu'en plus de ça, elle redonne une dynamique et une continuité à la phase de jeu qui avait été construite sur le côté droit juste avant. Ça Ouais, fait parce que 2-0. Oui, pardon. même si Eze, il a un petit peu de temps avant de tirer, on peut vraiment dire que ça, c'est une vraie passe décisive, quoi. Elle accélère le jeu, Bah, elle de toute remet dans façon, le ça bon va être sens du jeu, quoi. considéré puisque c'est le dernier passeur avant le but, même si une grosse. Enfin, la passe de Rice déclenche, on va dire, ou crée l'opportunité. Après, Eze il est quand même entouré de quatre défenseurs, je crois. À noter que Lavar a été sollicité pour une position d'enjeu potentiel de la part, je crois que c'était Trossard et de Zubi, Zubimendi. ouais. Et pour une fois, ben, la VAR va dans notre sens, donc on va pas s'en plaindre. Mi-temps à l'Emirates, 2-0. Le temps de nous remettre de nos émotions, le temps pour Thomas Frank d'essayer de réajuster un petit peu son 11 de départ pour la seconde période, avec la sortie de Kevin Donzo et l'entrée du chevelu et bouclé Javi Simons. Mais, il fallait pas sortir les poubelles comme Louis de Paris, puisque dans la foulée, je vous le donne en mille, Eberechi Hu, Eberechi Eze, il va de son doublé, puisque je crois que c'est 36 secondes après le coup d'envoi. Timber, encore lui, et je pense qu'on va vraiment revenir sur Timber. Enfin, quelque chose me dit qu'on va parler de Timber
en fin d'épisode. Donc Timber, encore lui, trouve Eze qui contrôle près de la surface et d'un plat du pied côté gauche. Alors souvent on dit dans le football plat du pied sécurité, mais son plat du pied gauche va se loger dans le petit filet. Le gardien des Spurs n'y peut rien. Le gardien, entre parenthèses, qui a fait une sacrée belle rencontre quand même. Euh, et ça fait, euh, et ça fait 3-0, messieurs. Ouais, je suis Ouais, d'accord. vas-y Julien. Ouais, j'avais noté sur le but encore un énorme travail de Timber qui donne un aisé clinique ce soir. Donc ouais, complètement d'accord. Timber est encore à la manœuvre avec Saka sur le côté droit. Le centre rater, la passe en tout cas retrait, rater, entrée de surface, je pense que c'était vraiment un plan de jeu parce que c'est vraiment ce qu'a recherché Arsenal tout le match. Et Eze, dans cette situation-là, a souvent été trouvé face au but et s'est régalé, a pu se régaler avec ses frappes entrée de surface de 3-0 au bout de ouais, 35-36 secondes, comme tu dis, en début de deuxième mi-temps. Bon, bah voilà, c'est parfait, hein. Ça remet en plus le feu à l'Emirates qui venait de s'endormir pendant 15 minutes pendant la mi-temps. Non, franchement, c'est génial. En tant que spectateur, c'était génial à vivre. Ouais, je te rejoins. Enfin, je vous rejoins. C'est pas le seul. Enfin, ça fait souvent on a des matchs où on attaque fort en deuxième mi-temps, notamment en Ligue des Champions aussi, on l'avait fait. Où voilà, d'entrée, on remet l'impact et le pied sur le ballon. Alors que Tottenham avait décidément pas envie ni d'attaquer ni de défendre. Mais en tout cas, euh, j'aime les prises d'initiative d'Eze aussi, qui réfléchit pas, qui dès qu'il a une petite ouverture, il tente et ça fait mouche ce soir et ça fait plaisir parce qu'on attendait de lui à la place d'Odegaard à la fois qu'il mène le jeu mais aussi qu'il puisse marquer parce que c'est aussi ses qualités à lui. Et en l'absence de neuf, il se démarque puisque c'est le joueur le plus haut aussi, vu que Merino était plus bas. Donc c'est bien aussi d'avoir cette solution en attendant le retour de nos neufs. Ouais, et donc du coup, je vous le disais, ça fait 3-0. On poursuit dans cette deuxième période, et puis on arrive sur un, un moment de la rencontre, en tout cas un fait de jeu, qui aurait pu relancer les Spurs, ou en tout cas qui a eu, comment dirais-je, euh, ça, en tout cas, ça nous a ralenti juste après. Je sais pas, je trouve que après le but concédé, on n'a pas été très. On concède rien, mais dans la domination à outrance que l'on avait jusqu'à cette réduction du score de. J'ai même pas envie de donner son nom parce que c'est un joueur. Franchement, je pense que ce mec-là, ça doit faire partie de mon top 3 des joueurs que je hais le plus en PL. On va quand même parler un peu de ce but pris, puisque c'est une perte de balle de Zubimendi je pense, aux 40 mètres, 35 mètres, 40 mètres. La balle revient dans les pieds de l'attaquant de Tottenham et franchement, très intelligemment, va lever la tête, va voir Raya avancer, va tenter un lob des 40 mètres et qui va tromper David Raya. Euh, je sais plus qui m'a posé la question si j'avais un truc à dire sur Raya. Très honnêtement, non. Parce que je trouve que. Je me suis quand même. J'ai posé la question à mon pote Pierrick, qui est gardien de but, parce que je voulais pas raconter de conneries. Ou du moins, j'aurais aimé avoir une occasion de parler de David Raya. Mais je trouve que sa position, elle est pas illogique dans cette phase de jeu-là. C'est-à-dire qu'on est en possession du ballon, que en étant avancé à hauteur des 16 mètres, c'est que au 16 mètres, hein, il n'est pas aux 30 mètres. Il donne une solution de passe à Zubimendi qui fait le choix de la porter et qui va perdre le ballon. Je pense que clairement, le fautif dans l'histoire, c'est Zubimendi. Et puis après, il y a quand même un but. Bah, il faut la mettre. Je Magnifique, veux hein. dire, c'est très, très intelligent. Voilà. Euh, Messieurs, si vous voulez citer le nom du buteur, allez-y, mais je vous y encourage pas. Si nos auditeurs veulent savoir, bah, ils iront voir sur les réseaux qui a marqué. Mais ce but, on l'attribue à Zubimendi? Bah, on l'attribue. Oui, On l'attribue au plutôt. buteur, mais je veux dire, David Raya, très clairement, je pense que on va pas dire qu'il a fait une faute sur cet Non, non, épisode-là. non, il suit les consignes d'Arteta qui lui demande d'être très haut pour être une solution de passe avec les deux centraux qui sont très écartés.
Zubimendi, quoi, qui la joue un peu dilettante sur cette action, en essayant de traverser le terrain de la gauche vers la droite. Il se fait prendre de rond central. Et après, c'est vrai que Richarlison, il fait le geste magnifique où il va lober Raya du rond central. En plus, elle est vraiment, vraiment belle parce qu'elle retombe vraiment juste sous la Mhm. barre. Bon, ça a créé un petit 10 minutes où on se dit, mince, est-ce qu'on s'est pas mis un petit peu le feu tout seul? Et puis finalement, c'était qu'une anecdote, ce but. Bah, une anecdote, oui, dans ce match, mais je trouve que c'est assez bête encore de prendre des buts depuis le début de saison. On n'en prend pas beaucoup, mais à chaque fois de prendre des buts un peu à la con. Et, euh, et ici, c'est, comme tu dis, un manque de. Il est un peu suffisant, je pense, après Mhm. le but de Eze, et on relâche clairement. Et on peut pas leur en vouloir en soi. Tu mets 3-0, le match est plié à la mi-temps. Enfin, après, juste après le début de la seconde mi-temps. Mais voilà, face à des adversaires de plus gros calibre qu'on va avoir rapidement, il faudrait être voilà, maître du début à la fin. Si nous, ils sont pas dangereux, bah, on continue comme ça. Et là, Zubimendi, bah, si Raya il monte, c'est pas pour rien. Donc tu joues avec lui et tu fais un autre circuit. Enfin, bon, après, ça peut arriver. Je vais pas taper sur lui ce soir. Non. Mais ça montre encore, après les deux buts contre Sunderland, qu'on a encore des petits moments d'égarement où, voilà, sur un duel, sur une action, tout peut changer. Maintenant, ici, il n'y a pas eu d'incidence grave et c'est le plus important. Voilà. Ouais, Erreur. ça Pardon. ternit un peu son match parce qu'il fait encore un gros match dans l'orientation du jeu. On a beaucoup vu Declan Rice, mais Zubimendi a encore été très très bon. Et ouais, cette erreur-là, c'est peut-être la première vraiment grosse qu'il fait depuis le début de saison. Je n'en ai pas d'autres en tête, mais c'est dommage parce que ça ternit un tout petit peu son match. C'est le petit bémol à cocher. Ouais. Alors, erreur pas sans conséquence, mais comme le disait Louis, sans incidence finalement sur le score final de la rencontre. À noter que c'était la première frappe cadrée à la 55e minute des Spurs. Ça démontre, si besoin en est, quelle était la domination totale d'Arsenal jusqu'à cette réduction du score. Thomas Frank va poursuivre, lui, ses changements, puisque après l'heure de jeu, 66e, il va continuer à faire des changements qui n'auront pas réelle incidence finalement sur la rencontre. Et puis après, on se rapproche de nouveau en tout cas, on arrive à la 76e. Et puis, bah, si un doublé ne suffisait pas, Eze, encore lui, sur une passe de Trossard, d'une frappe sèche et légèrement enroulée, je crois, va de nouveau tromper Vicario et qui donne encore un avantage plus conséquent à Arsenal. Mais c'est surtout cette belle histoire du soir sur laquelle on va forcément revenir. Mais ce joueur formé, en tout cas passé par l'académie d'Arsenal, non retenu, qui aura fait des piges dans d'autres clubs anglais et qui a finalement failli signer à Tottenham et qui, grâce à un coup de fil avec Arteta, a choisi le bon maillot, ben, signe un triplé. Et je crois que c'est le premier. Je crois que j'ai vu passer une stat, je ne l'ai pas vérifié, mais visiblement, ce serait le premier joueur d'Arsenal à inscrire un triplé face à Tottenham. Plutôt, C'est ce qu'ont dit les commentaires de Canal aussi. Ouais. plutôt belle histoire pour un joueur qui n'avait pour le moment encore pas répondu aux attentes que l'on avait en lui. Mais finalement, on y reviendra juste après. Il y a une sorte de positionnement d'Eze qui moi, m'a beaucoup plu, mais dans laquelle finalement on l'attendait pas forcément par rapport au dernier match qu'il avait pu livrer. Messieurs, ce quatrième but d'Arsenal vous a-t-il fait vibrer autant que moi j'ai gueulé dans mon salon? Ouais, ouais, moi, il a fait gueuler aussi. Euh, bah, il reprend un peu il y a un peu le même circuit que le but, bah, son deuxième but à lui. Sauf que là, ça part plutôt de la gauche, avec Trossard encore, qui a une justesse quand même sur ses centres. Enfin, ça devient un classique presque maintenant, la vista qu'il a pour mettre des passes décisives là où il faut. Et Eze qui, voilà, le soir doré, tout lui réussit. Et le plat du pied, on en voit moins souvent, mais c'est toujours aussi redoutable.
Et voilà, rien à dire de plus, hein, à part que c'est rare de voir des joueurs d'Arsenal mettre des triplés, hein. Le dernier que j'ai en tête, c'est Nketiah, je crois. Donc voilà, donc c'est bien aussi de voir hein, qu'individuellement des joueurs peuvent briller. Et j'espère que ça motivera certains aussi à mettre le leur, pour pas citer Saka. Julien, quelque chose Ouais, à rajouter? bon, bah, que c'est une action un petit peu plus verticale que les autres buts. Ça vient d'une récupération sur un gros duel gagné au milieu de terrain par Rice. Merino, toujours dans cette position de décrocheur que Louis a tant aimé sur ce match, qui décale, euh, qui décale Trossard et après Eze finit le boulot. Évidemment qu'on a gueulé. Un joueur d'Arsenal qui met un triplé, c'est pas souvent. Contre Tottenham, a priori, c'est la première fois. Et puis la petite dédicace de Eze qui montre bien le maillot, que c'est bien le bon maillot qu'il a sur les épaules et qu'il n'est pas question d'en changer pendant sa célébration. Euh, non, non, franchement, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, le triplé de notre numéro 10. Aucun autre fait marquant de jeu à signaler, à part des changements relativement tardifs de la part d'Arteta, puisque à la 88e, il va faire un double changement avec la sortie de Merino et d'Hincapié, remplacés respectivement par Nwaneri et Mosquera. Si Mosquera et Hincapié, c'est du poste pour poste, il va y avoir une sorte de réorganisation, puisque Eze va basculer un petit peu en pointe pour finir cette rencontre-là. L'entrée est complètement anecdotique, purée, c'est compliqué, de Miles Lewis Kelly à la place de Calafiori à la 92e. En tout cas, voilà, coup de sifflet final de Monsieur Oliver. Messieurs, juste une petite parenthèse. C'est pas pour autant que je vais l'aimer, cet arbitre, mais j'ai trouvé que finalement, il n'a pas été si mauvais que ça Non, aujourd'hui. il a été bien, ouais. Alors, je sais pas si c'était pour des... Parce qu'il a eu une telle pression et que franchement, ça a beaucoup fait parler, notamment sur ses dernières erreurs et la dernière fois que nous avait arbitré avec ce carton rouge donné à MLS qui avait été retiré par la suite et de l'impact que ça peut avoir et notamment sa position en tant que supporter, etc. Mais je l'ai trouvé relativement pédagogue dans sa façon de siffler en expliquant. Il a sorti les jaunes comme il pouvait les sortir. Il y en aurait certains qui auraient pu sortir un peu plus, je trouve, mais finalement, il a pas enflammé la rencontre. Et comme je le disais, même s'il n'a pas été, comment dirais-je, totalement exceptionnel, il n'a pas pesé dans la rencontre. À partir du moment où un arbitre ne pèse pas dans la rencontre, j'estime que moi, il a été bon. Victoire donc, messieurs, 4 buts à 1 de nos chers Gunners. North London is red. On va passer un petit peu au dossier du jour, messieurs. Alors, le premier dossier du soir que j'aimerais aborder avec vous, messieurs, j'en ai parlé un tout petit peu avant. C'est bien évidemment le match d'Eze avec son triplé, mais au-delà de la performance et des stats qu'il a pu afficher, j'aimerais qu'on parle un petit peu de son positionnement. Puisque depuis que Eze évolue en remplaçant de garde blessé, on attendait beaucoup de lui, on le comparait beaucoup au rendement de Degarde comme étant un meneur de jeu, etc. Et c'est vrai que en termes de prestations pures, c'était pas fou, faut le dire, et que finalement il avait été clutch contre Crystal Palace puisque c'est lui qui met le but et qui nous donne les 3 points. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup plus haut, un petit peu comme un 9,5. Et ça, c'est un poste que moi je lui attribue depuis quelques semaines, en tout cas que je voulais vraiment le voir comme étant un joueur finalement qui n'a aucune, et j'en ai parlé pendant le Space, qui n'a aucune obligation de créer le jeu. C'est-à-dire qu'on a avec Saka sur les côtés, avec Trossard, avec Timber et Calafiori qui rapportent le danger, et en milieu de terrain avec Zubimendi et Rice qui peuvent alterner, on a de quoi faire quand même finalement pour créer le jeu, sachant qu'on de toute façon on n'évolue quand même pas avec un vrai meneur de jeu, même si Ødegaard est le meneur de jeu attitré, mais son positionnement plus excentré sur le côté droit n'en fait pas de lui un meneur de jeu comme on pouvait l'entendre comme étant un numéro 10 de l'époque. Et là, j'ai l'impression qu'on a vu un Eze qui était beaucoup plus libre de faire un petit peu ce qu'il sait faire. Et force est de constater, en tout cas, que sur cette rencontre-là, c'était un coaching, ou en tout cas un pari payant. Est-ce que vous avez
messieurs, et vous avez le droit de me dire non, hein, est-ce que vous avez trouvé également que Eze était dans un rôle différent que celui qui lui était attribué lors de ses précédentes prestations? Ouais, différent, on va dire qu'il est en première mi-temps, il peut pas trop être meneur de jeu vu que c'est Merino qui le fait et qu'il a bien fait sur le but, mais on va dire qu'il était quand même plus bas. Euh, il reprend son poste de milieu plus pour le pressing. Donc c'est vrai qu'offensivement, il était un peu plus électron libre. Bah après, en première mi-temps, à part son but, j'ai pas trop de souvenirs de l'avoir vu trop en position très très haute. C'est pour ça que je trouvais que on avait personne dans la surface. Donc c'est peut-être aussi lui qui par lui-même a décidé de prendre cette position de 9,5. Après, je trouve qu'il là où il est le meilleur, c'est quand il a les espaces pour combiner, quoi. Il a cette intelligence quand même et cette qualité technique pour quand il y a du mouvement et que ça se déplace bien autour de lui. Il est toujours bien placé et puis il est bon techniquement pour accélérer le jeu. Donc, si ses performances n'étaient pas très bonnes, c'est peut-être aussi parce que collectivement, il avait encore du mal à se connecter aux autres. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de neuf, il a en plus la possibilité d'avoir des occasions vu qu'il s'en crée à tous les matchs. Mais là, au moins, il a plus d'espace. Donc, c'est là où il est intéressant. Après, la question qui va se poser, c'est est-ce que il va garder ce positionnement plus haut avec un vrai neuf, donc Gyökeres ou Jesus qui va revenir? Ou est-ce qu'il va revenir plutôt sur ses standards? Ça, on verra avec les choix d'Arteta, mais en tout cas, si il est moins stéréotypé, ça peut être plus intéressant que Odegaard qui lui a cette fibre de meneur, là où lui il est plus, enfin aisé plus à tourner autour et à essayer de faire la différence, soit par la passe, soit par la frappe. Là où il est bien dans ce rôle de deuxième attaquant, c'est que comme tu l'as dit, il est un peu plus finisseur que Martin Odegaard, par exemple, qui est notre meneur de jeu attitré. Et on l'a vu sur ses buts, soit on profite des décrochages de Merino pour que ce soit lui qui soit le joueur le plus haut, ou alors j'ai le souvenir sur le deuxième but, par exemple. Euh, il y a Merino qui fixe la défense de Tottenham et c'est Eze qui récolte les fruits derrière sur le second ballon, puisqu'il est un tout petit peu plus en retrait que Merino et un peu moins pris en charge par la défense. Je l'ai pas trouvé beaucoup plus haut que d'habitude non plus, mais un peu plus proche quand même de Merino. Après, Merino a pas joué beaucoup très très haut sur ce match, mais en tout cas, à chaque fois qu'on l'a trouvé entrée de surface, là où joue le deuxième attaquant, ça fait mouche de terre. Ouais. Euh, et c'est vrai que dans cette position plus avancée, là où on pouvait lui reprocher des fois sa nonchalance ou son jeu trop facile, etc., qui pouvait, dans un positionnement plus bas, être dangereux au niveau des pertes de balles, c'est vrai que là, tout son art peut s'exprimer. Et encore une fois, ce soir, ça paye. Après, pour répondre à ce que tu disais, Louis, très honnêtement, connaissant Arteta, quand Ødegaard va revenir, Ødegaard va retrouver sa place. Et au mieux, on verra Eze côté gauche. Mais le problème, c'est que Trossard étant en forme, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement poste pour poste. À moins que, en attendant le retour de Gyökeres, mais qui est vraiment là, imminent, il le tente en neuf à la place de Merino. Mais encore une fois, Merino, sans être très bon, mais ne démérite pas. Donc, à mon avis, Eze, il faut qu'il profite de ces heures-là. Et puis, et franchement, un grand bravo à lui. Euh, Fin du premier dossier. Le deuxième dossier, messieurs, que j'aime. Ah, deuxième dossier. Deuxième sujet que j'aimerais que l'on évoque, c'est finalement ce résultat. Cette victoire d'Arsenal dans une semaine où on jouait et on joue encore Tottenham, Bayern Munich et Chelsea en l'espace d'une semaine. C'est quand même pas rien. Chelsea qui l'avait emporté. Liverpool défait encore à la maison 3-0 par Nottingham Forest qui était, je crois,
18e au coup d'envoi de la rencontre et qui avait énormément de mal à confirmer sa bonne saison de la saison dernière. La victoire de Newcastle, ô combien importante pour Newcastle, mais ô combien importante pour Arsenal si on était capable de confirmer par un résultat positif. Donc ça veut dire qu'au classement, bien évidemment, on était leader, on était sûr de le rester, mais on compte 6 points d'avance sur Chelsea que l'on rencontre dimanche prochain. Dimanche ou samedi? Dimanche, pardon. Euh, C'est-à-dire que potentiellement, ton deuxième, si tu le bats, bah, tu le mets à 9 points déjà. Énorme. On a 7 points d'avance sur City qui sortait d'une série assez intéressante et un City qui devenait de nouveau très impressionnant en termes de jeu. Et là, visiblement, encore une fois, cette trêve internationale aura cassé la dynamique et tant mieux pour nous. Aston Villa, ben, qui s'est défait de Leeds malgré un match dégueulasse de leur gardien, en tout cas sur le but de Leeds, revient dans la partie à 8 points et quatrième avec 21 points. Crystal Palace cinquième avec 20 points. Suivent Brighton, Sunderland, Bournemouth avec 19 points. Tottenham 18 points, ils sont déjà à 11 points. Messieurs, savourez ça. On est à la 12e journée, on a déjà 11 points d'avance sur les Spurs. United à égalité avec Tottenham 10e place, égalité avec Liverpool également. Et puis après, bah, le calice de Wolverhampton qui continue dernier avec 2 points. Donc voilà. C'est vraiment, je pense, moi, cette 12e journée, dans tous les cas, et quoi qu'il arrive, elle sera à marquer d'une croix rouge dans l'agenda, puisque dans tous les cas, ça sera un premier tour du championnat. Après, est-ce qu'on va en profiter jusqu'au bout ou pas? Je l'espère et j'y crois. Mais hormis Chelsea, tu prends 3 points sur tous tes concurrents qui soient dans une dynamique un peu plus compliquée ou qui sortent d'une dynamique assez intéressante. Ben, je le disais à je sais plus qui, il fallait gagner, marquer les esprits et prendre le large. C'est clairement ce que l'on a fait puisque on gagne avec la manière à l'Emirates dans une ambiance encore une fois incroyable et, euh, et on montre que l'on est là. Est-ce que, euh, est-ce que vous estimez que ce résultat-là, j'exagère l'importance du résultat et que pour vous c'est finalement qu'une victoire parmi tant d'autres et à aller chercher et à continuer, ou est-ce que vous pensez que c'est un vrai premier tournant de ce championnat? Ouais, je pense à un tournant parce que tu le dis, on prend 6 points d'avance. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu l'as bien décrit. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à la poursuite de la Ligue des Champions derrière. Et il peut se passer un truc, c'est que en cas de résultat positif la semaine prochaine, en fait, ces équipes-là se disent, bah en fait, on va aller viser la deuxième place parce que la première, elle est déjà trop haut. Il y a du monde derrière nous si on fait des bêtises pour la Ligue des Champions et on peut ne pas se qualifier. Et c'est là où cette 12e journée peut être un vrai tournant, dans le sens où Arsenal marque les esprits, Arsenal prend vraiment la mesure de la première ligue en disant c'est nous les boss, c'est nous les favoris pour le titre, et en fait on va y arriver, et vous, bah, contentez-vous de la Ligue des Champions parce que vous pouvez jouer que ça. Moi, c'est comme ça que je le lis ce week-end-là. Je vais rebondir et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, il y a deux éléments que j'aimerais ajouter. C'est que pourquoi cette victoire est hyper importante pour notre saison, c'est déjà euh, enfin une grosse victoire sur un gros cette saison, en tout cas, parce que on a perdu contre Liverpool, nul contre City, et on va dire qu'on a eu des victoires poussives contre United et match nul aussi contre l'énorme Sunderland et match compliqué contre Newcastle et Palace. Donc tous les gros matchs, on va dire on a quand même galéré. Et là, enfin, à l'image du match contre l'Atlético, voilà, là, on fait taire les débats, on balaye l'adversaire. Donc ça, c'est le premier point où je trouve que bah, pour marquer les esprits et pour, comme tu as dit, Julien, décourager nos prétendants, il faut aussi qu'on mette des gros cartons à ces prétendants qui ne croient aucunement au titre. Et le deuxième point, c'est quand même, moi, j'étais pas hyper confiant avant ce match quand même, parce que on a encore un match avec 50 blessés. On perd Gabriel, on l'a pas mentionné, mais on perd Gabriel pendant la trêve. On n'a pas de neuf. On est incertain au niveau des ailiers. Donc, quand on gagne avec la manière, avec tous ces blessés contre un concurrent, bah ouais, là, on a passé un step et, comme tu as dit Raoul, on peut cocher ce match dans le calendrier parce que c'est bon, il est derrière nous.
Normalement, on devrait retrouver des joueurs, être encore plus forts. Donc, euh, le calendrier va être costaud. Donc, ça va être intéressant aussi de voir notre niveau face à un vrai adversaire parce que Tottenham, bon voilà, ils ont refusé le jeu contre le Bayern et contre Chelsea. Euh, et, euh, et voir aussi si on tient le rythme physiquement et footballistiquement. Mais pour le reste, je suis très content, ouais. Alors, tu parlais du Bayern. On va y venir juste après dans les matchs à venir, traditionnellement, pour clôturer cet épisode. Euh, vient l'heure des flops et des tops, messieurs. Alors, je vous laisse avec votre propre conscience pour commencer avec les flops. Julien et Louis, avez-vous des flops sur cette rencontre? Moi, Je non. peux, je peux Ok, commencer alors. bah vas-y, hein. Alors des flops, bien sûr, quand tu gagnes 4-1 dans le derby, on va pas, Oui, ça alors sera des... si besoin, on va redonner la définition de flop. Voilà, C'est un joueur qui t'a semblé soit en deçà des autres ou qui t'a un petit peu déçu ou que tu as trouvé, comme dit, en dedans, quoi. Voilà. c'est ça, voilà. Tout le monde a fait son match et il y a rien à redire. Mais deux éléments qui m'ont un peu frustré ou déçu. C'est d'abord la deuxième mi-temps de Saka. J'avais beaucoup aimé sa première mi-temps et c'était pour moi le seul joueur qui avait réussi à vraiment faire la différence jusqu'au premier but et il nous faisait du bien. Et je pense qu'il s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Alors peut-être aussi parce qu'on a encore axé le jeu plus à gauche et Eze était en feu donc il lui a pris un peu la lumière. Mais je le sens un peu plus dans le dur physiquement, notamment à partir de la 70e. Et donc voilà, il s'est un peu éteint, ça rien d'alarmant, mais voilà, quand tu as un Saka dans l'effectif, c'est bien aussi quand il peut porter l'équipe et briller sur 90 minutes. Ce qui m'amène au deuxième flop, bah, c'est Arteta quand même. Alors, ça reste un excellent coach, il n'y a rien à dire, mais sur ce match, il y a deux éléments qui me gênent. Bah, c'est encore une fois la gestion de l'équipe, quoi. On est dans une semaine où on joue quand même Tottenham, le Bayern, Chelsea en 5-6 jours. Tu mènes d'abord 3-0, puis 4-1, et tes changements arrivent à 10 minutes de la fin. Et, euh, et il les fait même pas tous. Voilà, quand on sait que Saka il tire la langue depuis 20 minutes et qu'il doit encore répéter les efforts jusqu'à la dernière, moi ça m'embête. Euh, on parlait des remplaçants, bah voilà, ça m'embête aussi qu'un MLS il joue quoi, 3 minutes. Donc on a quand même de la qualité sur le banc cette année, on peut pas s'en plaindre. Et je trouve qu'il a encore cette politique un peu à l'ancienne où il garde son 11 jusqu'au bout. Et, euh, et même s'il n'y a pas d'incidence, j'ai peur que pour le coup, ça soit sur les prochains matchs qu'on le paye dès mercredi. Mais à part ça, rien à signaler. Si je peux rebondir sur Arteta, je suis assez d'accord sur les changements un peu tardifs. C'est dommage. Avant de dire que c'est un flop et que ces changements, ils ont été pas, enfin, Trop il a tardif. manqué pour pas, ouais, un peu trop tardif, pardon. Je vais attendre de voir ce qu'il va faire contre le Bayern parce que je me dis que il y a peut-être un truc à se dire que le Bayern, évidemment, c'est un match qu'on attend tous, mais c'est pas un match décisif par rapport à ce qu'elle était Tottenham aujourd'hui et Chelsea dimanche prochain, et que si jamais tu devais t'incliner contre le Bayern, évidemment, ce qu'on souhaite pas, ou faire match nul et donc faire tourner peut-être un petit peu plus ton effectif. Tu parlais de Lewis Kelly par exemple, qui pourrait potentiellement être titulaire contre le Bayern. Moi, j'attends plus ça. Est-ce que il a fait vraiment confiance à son 11 parce que il avait dans l'idée de faire opposer certains joueurs contre le Bayern? Euh, je vais attendre ça. S'il reconduit le même 11 et il reconduit le même 11 contre Chelsea, et qu'il y a un petit couac au bout d'un moment, on pourra se dire que oui, il a, il a mal fait aujourd'hui. Mais flop pour ce qu'il fait aujourd'hui, j'irai pas jusque-là. Bah, Alors après, je après, dis flop, mais enfin, je termine, oui, Raoul. Je dis flop juste pour tatillonner, mais Bien euh, sûr.
Moi, je me projette même au-delà de Bayern et Chelsea, quoi. Enfin, c'est pas que de sa faute si on a des blessures, mais euh, on a beaucoup de blessés encore cette année. C'est masqué un peu par la profondeur de l'effectif. Voilà, on a eu le retour de Madueke. Peut-être certains ont pas fait gaffe qu'il était blessé vu qu'on a du monde. Mais moi, j'ai peur qu'en fait, à long terme, on ait toujours ces petits pépins, quoi, et on n'ait jamais ce 11 type ou de la continuité. Parce il y a un Isco qui lâche un moment, parce il y a un trop, et voilà, il y a trop d'efforts. Et au-delà de me dire qu'il va faire jouer certains contre le Bayern, il va faire tourner, je suis pas sûr. Mais au moins, juste gérer ton effectif. Même si Lewis Kelly doit être titulaire, bah, tu fais rentrer un autre. Enfin, peu importe. Enfin, voilà. Après, c'est un flop pour mettre un flop. C'est, voilà, pour le contenu. Ouais, Mini alors, flop peut-être que je peux rajouter, alors c'est pas un joueur, c'est les coups de pied arrêtés qui n'ont pas été très on est très super bons déçus, on n'a aujourd'hui. pas marqué sur coup de pied arrêté. On est trop nuls. Ouais, on a Mais failli qu'on avec pas. Timber. Oui, il y a eu le tout premier corner du match où Timber a dévié le ballon au premier poteau, mais sinon on n'a pas été très dangereux sur coup de pied arrêté et ça fait très longtemps que c'est pas le cas. Bah, je pensais notamment surtout à un corner en deuxième mi-temps tiré par Rice ou Timber. Je crois que c'est Timber qui la Ouais. touche de la tête, mais Oui, oui, c'est qui vrai. arrive miraculeusement. Mais effectivement, on met 4 buts en open play aujourd'hui, messieurs. C'est quand même très décevant. Franchement, je pense qu'on va se faire défoncer sur sur les réseaux. Non, mais pour rebondir sur ce que Louis a dit. Alors, moi, clairement, sur un derby du nord de Londres où tu gagnes 4-1, volontairement, je ne mettrai pas de flop. Néanmoins, je comprends entièrement le raisonnement de Louis sur Saka, que j'ai trouvé très en dedans en deuxième période. Et on attendait de certains joueurs qu'ils prouvent, et c'était notamment Eze et Saka. Et je pense que Eze a démontré tout son talent ce soir. Alors, il était touché par la grâce, ok, très bien, en mettant un triplé. Et je pense que Saka, c'était un peu plus compliqué sur la deuxième période. Ça, c'est un fait. Mais encore une fois, je répète, je ne mettrai aucun flop. Sur les changements, je suis entièrement d'accord, et notamment sur la belle histoire. C'est-à-dire que tu as Eze qui met un triplé, moi, je le fais sortir. Franchement, si je dois mettre Ben White avant-centre, je m'en fous, en fait, tu vois. Mais voilà, il mérite son ovation et il va avoir le trophée homme du match, etc. Il va rentrer à la maison avec et le trophée et le ballon du triplé. Mais c'est juste, ah, il le mérite amplement. Il méritait sa sortie et son ovation. Voilà. Après, c'est sûr que quand on regarde les changements les remplaçants qu'on a sur le banc, on n'avait pas d'autres attaquants de pointe. Si déjà tu dois faire jouer Saka, bah mets-le plutôt en neuf où il va pouvoir récupérer et emmerder un petit peu les défenseurs plutôt que de laisser Eze et Saka sur le côté. Voilà. Mais encore une fois, on gagne 4-1 un derby du nord de Londres. Ne faisons pas la fine bouche. On en vient au top, messieurs. Je vous rappelle la règle, 3 maximum. Vas-y, Julien, cette fois. Aisé compris du coup ou pas? Bah ouais, bah oui. Parce qu'il n'y a plus que deux places là du coup. Bah ouais. Et bon, il y en a même plus qu'une Euh, parce qu'il y en a un autre qui va être tellement, je pense, naturel chez nous. En fait, Oui, oui, je crois oui. qu'on va avoir je crois qu'on va avoir les mêmes. Mais vas-y, Bah franchement, je pense sans grande surprise, on va avoir les mêmes, effectivement. Aisé en un, Timber en 2 et Rice en 3 pour moi. Julien. Bah, c'était Julien qui a parlé. Louis, pardon. Ouais, ouais, oh, ça va. C'est bientôt fini. Louis, pardon. Ouais, bon, bah, on va en mettre d'autres parce qu'il y en a d'autres qui ont brillé. Je vais mettre Trossard quand même, qui est décisif sur 2 buts et qui, même si son début de match est pas parfait, il fait du bien. Et Trossard est Merci. encore là ce soir. Euh, Après, je vais mettre Saliba aussi. Bon, on n'a pas été trop embêté par Tottenham, mais il a été solide et enfin, je veux dire la charnière, voilà, la charnière pour Hincapié aussi qui son premier des North London Derby. Voilà, je sais pas Son s'il y en a premier qui vrai savent. match même. Ouais, Son premier vrai ouais, match en il tant avait joué que 28 titulaire. minutes hein, en PL avec nous hein, Ouais, depuis le début de la première saison. titu en PL, ouais, voilà, tu vois, donc franchement, ça s'est pas vu et voilà, je vais mettre E3, bah, E3 du coup, voilà, Ok. Alors moi, après, je pourrais vous en donner encore 3, ça ferait 9 sur 11 du coup. Mais c'est non, pas non, mal. ouais, mais non, je vais reprendre clairement les 3 de Julien et dans le même ordre. Eze, naturellement, Timber pour le volume de jeu qu'il a encore une fois marqué et Rice pour, bah, parce que c'est lui, quoi.
parce que pour moi, c'est l'élu, quoi. Et C'est, d'ailleurs, tiens, petite question, depuis le début de saison, on parle beaucoup de Timber et de Rice. C'est qui pour vous le number one sur le début de saison? Plutôt Timber ou plutôt Rice? Moi, perso, c'est Timber. bah, c'est Ouais. Timber parce que je trouve que c'est presque plus surprenant. En fait, Rice, il sort d'une saison, bah, d'une deuxième partie de saison énorme. Euh, donc il est un peu sur sa lancée et Timber, je l'imaginais pas en fait à ce niveau-là et avec cette régularité-là. C'est, il est pas blessé, il joue, alors il fait pas toujours tout très bien, mais défensivement, offensivement, le volume de jeu en fait, tu vois, c'est surtout en termes de volumétrie de jeu. Je pense qu'ils se, Physiquement, il est trop fort. ouais, je pense qu'ils se tiennent vraiment, mais je pense qu'il y a un petit avantage sur le Timber parce que il me surprend plus finalement que Rice qui pour moi, de toute façon Rice pour moi ça doit être un vice-capitaine, ça doit être, voilà. Quand je dis c'est l'élu, j'en plaisante, mais d'ailleurs on va peut-être faire une pause, un arrêt sur image ou un arrêt sur son pour nous adresser à nos auditeurs. Messieurs, mesdames, mettez votre épisode en pause et prenez le temps d'aller mettre un petit commentaire et répondez à cette question entre Declan Rice et Timber. Quel est pour vous actuellement le Gunners le plus régulier et et le number one depuis le début de la saison. Alors, si vous imaginez quelqu'un d'autre, vous avez le droit, euh, mais répondez à cette Brossard. question, ça nous... Prostar, s'il te plaît. Trop Ouais, mais star, il y a star. eu, mais il y a eu du trocard avant. Alors, Ah ouais. donc c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais voilà, on va demander à nos auditeurs de répondre à cette question. On en vient à l'agenda qui nous attend. Je le disais tout à l'heure, on avait une suite de trois matchs avec Tottenham, Bayern et Chelsea. Tottenham, on valide ça d'une coche verte. Mercredi, on joue le Bayern. On en a parlé un petit peu dans le Space également jeudi. Et je disais, alors encore une fois, je sais très bien que tout fan d'Arsenal joue tous les matchs pour les gagner. Mais je disais que à choisir entre les trois matchs, si on devait en mettre un de côté ou voilà, pour moi, il fallait mettre le Bayern un petit peu de côté. Pourquoi? Parce que on sera qualifié la Ligue des Champions, quatre victoires en quatre matchs. On joue encore des adversaires censés être beaucoup plus faibles que nous et que le Bayern ne va pas te cramer alors que tu as un match contre Chelsea dimanche où il y a une réelle importance au niveau du championnat. Maintenant, quand on dit qu'il faut peut-être mettre l'équipe B, on a vu ces derniers temps que même quand on met une équipe B, ça commence quand même à avoir un peu de la tronche. Alors, de là à avoir un Lewis Kelly, Martinelli sur le côté gauche, sachant que Martinelli n'a pas joué aujourd'hui, à voir. De mettre un White à la place de Timber à droite, à voir. Sachant que derrière, on ne pourra pas forcément faire trop tourner. Mais je suis curieux. Sachant que Bayern, honnêtement, messieurs, leur début de saison, il fait flipper. Franchement, c'était, je crois, 17 matchs consécutifs de victoire. Ils avaient fait un 2-2 quand nous, on a fait 2-2 contre Sunderland avant la trêve. Et là, ils viennent de mettre 6-2. Ouah, c'est une machine bien huilée. Je veux juste pas que Harry Kane marque. Voilà, voilà, j'aimerais qu'on gagne, évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment focus sur Chelsea. Il y a une priorisation des rencontres à faire. Voilà. Vous êtes d'accord Ouais. avec ça ou pas? Ouais, je suis d'accord, mais après, comme tu as dit, le problème, c'est on met qui, quoi, parce que on a quand même encore beaucoup de blessés, et si on peut faire tourner à certains postes, on va quand même avoir des titulaires qui vont enchaîner. Ouais, mais Donc, regarde, je te réponds, mais je disais côté gauche. Alors, ce qui me dérange un peu, c'est que Martinelli n'a même pas couru bah ouais, c'est pour aujourd'hui. ça, les Mais Madueke, tu Martinelli. mets MLS Martinelli à gauche, tu mets White Madueke à droite. Tu vois à l'heure de jeu ce que ça donne, quitte à faire des changements aussi. C'est pas forcément dérangeant. Tu peux laisser, par exemple, je suis pas sûr qu'il va tenter le Hincapié Mosquera, très honnêtement. Je pense qu'il va essayer d'avoir une base solide. Après, tu peux faire aussi commencer par un Zubimendi, Nordgaard et éventuellement changer Zubimendi à la mi-temps, par exemple, tu vois. Après, c'est plus au niveau offensif où ça devient surtout en neuf
Je crois que tu n'auras pas trop le choix. Après, Guillaume Quérez est annoncé sur le retour, mais là, il n'était même pas dans le groupe, donc j'y crois pas forcément. Mais voilà, après, on n'est pas obligé de changer les 11 joueurs, mais d'avoir une sorte de rotation et Ouais, donner il en du temps de faut. jeu. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Mais il y a des pépites en face, ça, quand même, hein. Après, je pense que, enfin, oui, la victoire, elle n'est pas obligatoire, on va dire, et que faut plus se concentrer sur Chelsea. Mais je pense que c'est pas mal aussi. Ça va être un bon test quand même le Bayern Bien sûr. voir, Après, pour j'ai se pas dit que je jauger. voulais prendre une tôle, hein, Et mais oui, oui, non, mais au-delà de ça, c'est que, enfin, moi, oui, ils sont monstrueux, et c'est une machine, mais enfin, vu notre qualité en défense et notre sérénité, sérénité, ouais. je pense qu'on peut, enfin, on n'est pas, je pense qu'on va être les prétendants pour la victoire vu qu'on est à domicile. Après, ça va être très très chaud, mais je pense pas qu'on va se griller contre le Bayern, c'est sûr, mais je pense pas que ça gâche nos chances, quoi. Après, c'est pour ceux qui ont vu le match de Paris avant la trêve en Ligue des Champions face au Bayern. Paris, ils se font vraiment défoncer, littéralement, jusqu'au rouge de Diaz, où là, Paris revient un petit peu. Donc, après, wait and see, franchement. Et moi, je regarderai le match en espérant bien évidemment une victoire de nos Gunners. Mais voilà, s'il fallait faire tourner, on va dire ça, je vais pas dire lâcher le match, mais s'il faut faire tourner, Ouais, faisons tourner plutôt. face au Bayern pour aligner, donner du temps de jeu, avoir le maximum d'options face à Chelsea et allons expliquer aux Blues de Chelsea que Londres et la Première Ligue s'écrivent en rouge et blanc, messieurs. On arrive à la fin de l'épisode. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On est pas mal, ouais. Les notes sont sorties. Je vous laisse aller les consulter et à donner pour chacun des joueurs la note qui vous semble la plus légitime. On vous rappelle, c'est super important, surtout pour la fin de saison, puisque il y aura le classement des joueurs de la rédaction, mais également des supporters. Aisé, c'est Euh, 10 ou pas? allez, je vous le donne, c'est 9. Ah, il a pas osé mettre le 10. Ouais, il le Il a pas méritait, osé. Il a j'avoue, il pas le osé. Il mérite. a pas osé. J'avoue, il le méritait, mais Fallait le quadrupler. ouais, voilà, en fait, parce Il qu'il a, rate le quadruplé, c'est pour ouais, en ça. plus, il l'a, hein, il l'a au bout des pieds, hein, Vicario la sort très bien. Invité, bien évidemment, parce que c'est jour de fête et que, voilà, on va aussi essayer de surfer, nous, sur cette victoire-là pour appeler nos auditeurs qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner, à aller mettre les 5 étoiles, à aller commenter le podcast et cet épisode parce qu'on a envie de vous lire et qu'on a envie de répondre à vos questions ou à vos commentaires et que c'est avec toujours un réel plaisir qu'on le fait, et puis d'aller voir un petit peu l'actu sur les réseaux, que ce soit sur X ou sur Insta. Remercier également Florian qui nous a envoyé une série de photos qu'il a faites lors d'un séjour à Londres à l'Emirates. On voit que c'est son métier et les photos sont juste waouh. Donc voilà. Prochain rendez-vous, je vous donne rendez-vous moi personnellement à l'animation de Coup de Canon mercredi soir. Je ne sais plus avec qui je serai, mais c'est pas très très important finalement puisqu'on sera de nouveau au complet et qu'on vous débriefera avec un grand plaisir de la rencontre de Ligue des Champions, pardon. Ah bah si, je vous donne, c'est Nico Bourset et Nitinia qui seront avec moi. Puis le match de Chelsea que moi j'aurai le plaisir de regarder sur des écrans, probablement au Gunners Pub, et je vous laisse dans les mains expertes à la présentation de Corentin qui sera accompagné notamment de l'autre Louis. Puis mercredi d'après, la rencontre à l'Emirates en championnat face à Brentford, où là j'aurai l'énorme plaisir d'être à l'Emirates. Et là, ce sera dans les mains expertes, ou en tout cas au micro d'experts de Nico Bourset à l'animation, qui sera accompagné de l'autre Louis et encore une fois de Nitinia. Donc voilà, plein de belles choses. N'hésitez pas à dire, à commenter, à dire à vos potes de nous suivre. Voilà, il faut qu'on arrive à exploser les compteurs de gens qui sont abonnés à Coup de Canon. S'il vous plaît, faites passer le mot. Louis, Julien, je vous remercie. Vous pouvez aller revoir le match en replay, les buts, aller voir toutes les Toute la commentaires sur nuit. les réseaux. Franchement, je vais faire ça toute la soirée, je crois. Ça va être un Toute la vrai nuit, hein. kiff. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Et comme on dit ici, Common Gunners, ciao, ciao! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life.
and hope to see you soon. Well done. Bye bye.